Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième partie de vidéo de synthèse et de présentation du troisième groupe de travail du sixième rapport du GIEC. Cette vidéo est la suite directe de ma précédente vidéo qui présente notre situation actuelle en termes de lutte contre le changement climatique et les réchauffements que nous subirons en fonction de nos émissions futures. Je vous invite fortement à aller la regarder si ce n'est pas déjà le cas. Elle est plus courte que celle-ci et vous aidera à avoir les bons ordres de grandeur en tête. Dans cette seconde partie, on va voir quelles sont les choses à faire dans chacun des secteurs pour réduire leurs émissions et comment nous organiser pour faire ces choses et renforcer nos actions. Le rapport du GIEC ne présentant pas de graphique pour les secteurs, j'ai donc utilisé les diapos de la conférence de presse officielle qui est en anglais pour garder un support visuel. Commençons par le secteur du système énergétique. Comme on le sait, notre objectif est de réduire au maximum l'utilisation des énergies fossiles, charbon, pétrole et gaz fossiles par ordre d'importance. Ceci peut être fait par une électrification étendue du système énergétique, y compris les usages finaux, par l'utilisation d'autres vecteurs énergétiques comme les biocarburants durables et l'hydrogène produit de manière bas carbone et ses dérivés pour les applications qui se prêtent moins à l'électrification, des systèmes de conversion de l'énergie et une meilleure efficacité des processus. Aussi, l'utilisation de procédés de capture et séquestration du carbone, CSC, sera nécessaire pour réduire et contrebalancer les émissions résiduelles dans le secteur de l'énergie. Je vous parlerai de la capture et séquestration du carbone plus en détail tout à l'heure. La réduction des coûts de certaines technologies, comme l'éolien, le solaire et les capacités de stockage, ont augmenté l'attractivité économique des énergies bas carbone à court terme. Dans certaines régions, maintenir un système fortement émetteur peut être plus cher que le transitionner. À long terme, l'attractivité économique d'un système énergétique décarboné dépendra entre autres des mesures politiques prises, de la disponibilité et la performance des technologies, de l'accès au financement et du soutien public et politique. Les systèmes électriques, alimentés majoritairement par des sources renouvelables, deviennent de plus en plus viables, mais il sera plus difficile d'alimenter l'ensemble du système électrique avec des sources d'énergie renouvelables. Le stockage de l'énergie, les smart grids, la gestion de la demande, les biocarburants durables, l'hydrogène et ses dérivés, et d'autres technologies encore, seront ultimement nécessaires pour intégrer une part importante d'énergie renouvelable dans les systèmes énergétiques. Le nucléaire, bien que cité comme une option viable d'atténuation des émissions dans le rapport complet, n'est pas mentionné dans cette partie. Enfin, le secteur des énergies fossiles est aussi responsable d'un tiers des émissions globales de méthane, surtout par des émissions fugitives lors de leur transport et leur production. Le GIEC estime que 50 à 80% de ces émissions de méthane pourraient être évitées avec des technologies actuelles, avec un coût de la tonne de CO2 équivalent inférieur à 50 dollars. Passons au secteur de l'industrie. L'utilisation de l'acier, du ciment, des plastiques et d'autres matériaux augmente à l'échelle mondiale et dans la plupart des régions. Il existe de nombreuses options durables pour la gestion de la demande, l'efficacité des matériaux et les flux de matériaux circulaires qui peuvent contribuer à réduire leurs émissions, applicables de manière différente selon les régions et les matériaux. Ces options ont le potentiel d'être davantage utilisées dans les pratiques industrielles et nécessiteraient une plus grande attention de la part des politiques industrielles. Pour pratiquement tous les matériaux de base, les métaux, les matériaux de construction et les produits chimiques, beaucoup de procédés de production à faible ou nulle intensité de gaz à effet de serre sont au stade de pilote, quasi commercial ou dans certains cas commercial. La production d'acier, en utilisant de l'hydrogène à la place d'autres procédés émetteurs, est presque commercialisée dans certaines régions. Pour le ciment, en attendant que d'autres procédés chimiques soient maîtrisés, il est possible d'utiliser des matériaux de substitution déjà commercialisés ou la CSC. Réduire les émissions de la production de produits chimiques est possible en appliquant une approche sur le cycle de vie ou en changeant les sources d'approvisionnement en carbone nécessaires à cette industrie. Cela passe par le recyclage du plastique, le remplacement des combustibles et des matières premières utilisées, l'usage de carbone originaire de la biomasse ou la capture de CO2. L'industrie légère et manufacturière et l'exploitation minière peuvent être décarbonées grâce à des technologies disponibles via l'amélioration de l'efficacité des matériaux, la circularité, l'électrification et l'usage d'autres combustibles comme l'hydrogène, l'ammoniac, les biocarburants et les carburants synthétiques. Enfin, les matériaux émetteurs et fortement échangés sont exposés à la concurrence internationale. La coopération internationale est alors particulièrement importante pour permettre le changement. Des mesures à plus petite échelle seront aussi nécessaires pour répondre au contexte de chacun. Ces mesures peuvent par exemple être une comptabilité et des normes transparentes en matière de GES, la gestion de la demande, des instruments économiques et réglementaires pour stimuler l'adoption par le marché ou un recyclage de haute qualité. Le secteur suivant est celui des aires urbaines. Le potentiel et les stratégies d'atténuation varient entre les types de villes. Pour les villes déjà établies, les mesures principales à prendre reposent sur l'amélioration, la réaffectation et la rénovation efficace du parc immobilier et le soutien aux transports publics et aux transports non motorisés comme la marche et le vélo.
Les villes à croissance rapide peuvent éviter les émissions futures en regroupant les emplois et les logements pour obtenir une forme compacte et en adoptant des technologies à faibles émissions. Les villes nouvelles et émergentes, elles, vont avoir d'importants besoins en matière de développement d'infrastructures pour atteindre une qualité de vie élevée. Le GIEC nous dit avec confiance que ces besoins peuvent être satisfaits par des infrastructures et des services économes en énergie et une conception urbaine centrée sur les personnes. De manière générale pour les villes, trois grandes stratégies d'atténuation sont efficaces lorsqu'elles sont mises en œuvre simultanément. La réduction ou la modification de l'utilisation de l'énergie et des matériaux en vue d'une production et d'une consommation plus durable. L'électrification en combinaison avec le passage à des sources d'énergie à faibles émissions. Et améliorer l'absorption et le stockage du carbone dans les environnements urbains, par exemple grâce à des matériaux de construction biosourcés, des surfaces perméables, des toits verts, des arbres, des espaces verts, des rivières, des étangs et des lacs. La mise en œuvre d'ensemble de stratégies d'atténuation multiples à l'échelle de la ville peut avoir des effets en cascade dans tous les secteurs et réduire les émissions à l'intérieur et à l'extérieur des limites de la ville. La capacité des villes à élaborer et à mettre en œuvre des stratégies d'atténuation varie en fonction des cadres réglementaires plus larges et des conditions facilitantes, comme l'accès aux ressources financières et technologiques, la capacité de gouvernance locale, l'engagement de la société civile et les pouvoirs budgétaires municipaux. Enfin, un nombre croissant de villes se fixent des objectifs climatiques, notamment des objectifs de net zéro GES. Compte tenu de la portée à très grande échelle des modes de consommation et des chaînes d'approvisionnement urbain, les émissions de GES du secteur ne pourront atteindre le net zéro que si les émissions au-delà des limites administratives des villes sont également traitées. Les villes peuvent tout de même jouer un rôle positif dans la réduction des émissions des chaînes d'approvisionnement, par exemple par le biais des codes de construction et des choix des matériaux de construction. On vient de voir que dans les villes développées, le parc immobilier était un des aspects principaux à traiter pour décarboner. Regardons donc plus en détail le secteur du bâtiment. En 2019, les émissions mondiales directes et indirectes de gaz à effet de serre du secteur du bâtiment étaient de 12 gigatonnes de CO2 équivalent. La même année, les émissions des bâtiments non résidentiels avaient augmenté d'environ 55% et celles des bâtiments résidentiels d'environ 50% par rapport à 1990. L'augmentation dans le secteur résidentiel est principalement due à l'augmentation de la surface habitable par habitant, à la croissance démographique et à l'utilisation accrue d'électricité et de chaleur à forte intensité d'émission, alors que les améliorations de l'efficacité ont partiellement réduit les émissions. Les moyens d'atténuation au stade de la conception comprennent la typologie, la forme et la multifonctionnalité des bâtiments pour les adapter aux besoins changeants de leurs utilisateurs, et la réaffectation des bâtiments existants inutilisés pour éviter d'utiliser des matériaux à forte intensité de GES et des terrains supplémentaires. Lors de la phase de construction, les moyens d'atténuation sont l'usage de matériaux à faible taux d'émission, une enveloppe de bâtiments hautement isolée et l'intégration de solutions d'énergie renouvelable. En phase d'utilisation, les options sont des appareils et équipements à haute efficacité, l'optimisation de l'utilisation des bâtiments et leur approvisionnement en sources d'énergie à faible émission. Enfin, lors de la phase de destruction, il y a le recyclage et la réutilisation des matériaux. Des études ascendantes, qui partent du terrain et des usages, montrent que d'ici 2050, jusqu'à 61% des émissions mondiales des bâtiments, soit 8,2 gigatonnes de CO2, pourraient être atténuées. Les politiques de suffisance qui évitent la demande d'énergie et de matériaux contribuent à ce potentiel à hauteur de 10%, les politiques d'efficacité énergétique à 42% et les politiques d'énergie renouvelable à 9%. La plus grande partie du potentiel d'atténuation des nouveaux bâtiments se trouve dans les pays en développement. Pour les pays développés, le potentiel d'atténuation le plus élevé est lié à la rénovation des bâtiments existants. Selon le GIEC, pour exploiter pleinement le potentiel d'atténuation des bâtiments, la décennie 2020-2030 est cruciale pour accélérer l'apprentissage des savoir-faire, créer les capacités techniques et institutionnelles, mettre en place les structures de gouvernance appropriées et assurer les flux financiers. Des politiques peu ambitieuses augmentent le risque de verrouiller les émissions du bâtiment pendant des décennies, alors que des mesures bien conçues et mises en œuvre efficacement peuvent contribuer de manière significative à la réalisation des objectifs de développement durable dans toutes les régions, tout en adaptant les bâtiments au climat futur. Passons maintenant au secteur des transports. Dans les scénarios qui limitent le réchauffement à 2 degrés avec confiance, les émissions de CO2 liées au transport diminuent de 29% d'ici à 2050 par rapport aux émissions modélisées pour 2020. C'est un secteur très difficile à rendre neutre en carbone. Des émissions négatives dans d'autres secteurs seront très probablement nécessaires pour atteindre le net zéro gaz à effet de serre. Les éléments déjà présentés dans la partie des aires urbaines sur l'organisation des villes, comme une grande densité et des programmes encourageant un changement de comportement des consommateurs, pourraient réduire les émissions liées au transport, et des investissements dans les transports publics inter- et intra-urbains et dans les pistes cyclables et piétonnes peuvent favoriser le passage à des modes de transport moins émetteurs.
Le télétravail, la digitalisation et la mobilité partagée intelligente peuvent aussi réduire la demande de services de transport de passagers et de marchandises par voie terrestre, aérienne et maritime. Néanmoins, certains de ces changements pourraient entraîner une augmentation de la demande de services de transport et d'énergie, ce qui réduirait leur potentiel de réduction des émissions. Les véhicules électriques alimentés par de l'électricité à faible émission ont un fort potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre du transport terrestre, en comptant l'ensemble du cycle de vie. Les coûts des véhicules électriques diminuent et leur adoption s'accélère, mais ils ont besoin d'investissements continus dans les infrastructures de soutien afin d'augmenter l'échelle de leur déploiement. Cependant, les minéraux critiques nécessaires aux batteries soulèvent des inquiétudes croissantes. Les stratégies de diversification des matériaux et de l'approvisionnement, l'amélioration de l'efficacité et des flux circulaires des matériaux peuvent réduire l'empreinte environnementale et les risques liés à l'approvisionnement en matériaux pour la production de batteries. L'hydrogène et les carburants synthétiques à faible émission peuvent aussi offrir un potentiel d'atténuation dans certains contextes de transport terrestre. Pour les avions et navires, des améliorations de l'efficacité de leur conception, une masse réduite et leur système de propulsion peuvent offrir un certain potentiel d'atténuation, mais des technologies supplémentaires de réduction des émissions seront nécessaires pour ces deux moyens de transport. Il s'agit principalement de carburants de substitution, comme des biocarburants à haute densité énergétique, l'hydrogène, l'ammoniac, et des carburants synthétiques à faible taux d'émission. Le potentiel important de réduction des émissions de gaz à effet de serre, direct et indirect, dans le secteur des transports, dépend largement de la décarbonation du secteur de l'électricité, ainsi que des matières premières et des chaînes de production à faible émission. La planification des infrastructures de transport et d'énergie peuvent permettre des synergies sectorielles et réduire les impacts négatifs environnementaux, sociaux et économiques de la décarbonation de ces deux secteurs. Enfin, transitionner vers des systèmes de transport à faible taux d'émission présente de multiples co-bénéfices, comme l'amélioration de la qualité de l'air, des avantages pour la santé, l'accès équitable aux services de transport et la réduction des bouchons. Le dernier secteur est celui de l'agriculture, des forêts et autres usages des sols, d'acronyme AFOLU en anglais. Le potentiel d'atténuation économique du secteur AFOLU entre 2020 et 2050 a des coûts inférieurs à 100 $ la tonne de CO2 équivalent et de 8 à 14 gigatonnes de CO2 équivalent par an. 30 à 50% de ce potentiel est disponible à un coût inférieur à 20 $ la tonne de CO2 équivalent et pourrait être augmenté à court terme dans la plupart des régions. La plus grande partie de ce potentiel économique, 4,2 à 7,4 gigatonnes de CO2 équivalent par an, provient de la conservation, l'amélioration de la gestion et la restauration des forêts et d'autres écosystèmes comme les zones humides côtières, les tourbières, les savanes et les prairies, la réduction de la déforestation dans les zones tropicales présentant l'atténuation totale la plus élevée, la gestion améliorée et durable des cultures et du bétail ainsi que la capture du carbone dans l'agriculture avec la gestion du carbone du sol, l'agroforesterie et le biocar peuvent contribuer à une réduction de 1,8 à 4,1 gigatonnes de CO2 équivalent par an. De plus, des mesures axées sur la demande associées à une intensification durable de l'agriculture peuvent réduire la conversion des écosystèmes, les émissions de méthane et de protoxyde d'azote, libérer des terres pour la reforestation et la restauration, et pour la production d'énergie renouvelable. En parlant de méthane, voici la deuxième source principale de ces émissions anthropiques. Le bétail, les décharges et déchets, la culture du riz et la combustion de biomasse ont été responsables de l'émission d'en moyenne 223 mégatonnes de méthane par an entre 2008 et 2017, soit 2 tiers des émissions globales de méthane et l'équivalent de 6,2 gigatonnes de CO2 équivalent par an. Des mesures liées à la demande peuvent réduire ces émissions de méthane, puisque le bétail en représente 1 tiers, soit autant que les énergies fossiles. La réalisation du potentiel d'atténuation de la FOLU implique de surmonter les contraintes institutionnelles, économiques et politiques et de gérer les compromis potentiels comme les impacts du changement climatique, les conflits d'usage des sols, les conflits avec la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance, la complexité des systèmes de propriété et de gestion des terres et les aspects culturels. Les décisions relatives à l'utilisation des terres sont souvent réparties entre un large éventail de propriétaires fonciers, les populations autochtones, les propriétaires forestiers privés, les agriculteurs locaux et les communautés gèrent une partie importante des forêts et des terres agricoles mondiales et jouent un rôle central dans les options d'atténuation basées sur les terres. D'autres obstacles à la mise en œuvre sont notamment l'insuffisance du soutien institutionnel et financier, l'incertitude à long terme, la faiblesse de la gouvernance, des propriétaires fonciers précaires, les faibles revenus et le manque d'accès à des sources de revenus alternatives. L'accès limité aux technologies, aux données et au savoir-faire constitue aussi un obstacle à la mise en œuvre. La recherche et le développement sont essentiels pour toutes les mesures.
Enfin, le renforcement des capacités de suivi, de signalement et de vérification, ainsi que le respect de la loi est crucial pour l'atténuation basée sur les terres. Les options d'atténuation de la FOLU, lorsqu'elles sont mises en œuvre de manière durable, peuvent entraîner des réductions d'émissions de gaz à effet de serre à grande échelle et des absorptions accrues, mais ne peuvent pas entièrement compenser les retards d'action dans d'autres secteurs. Une bonne gestion des affluents rendrait aussi possible de nombreux co-bénéfices spécifiques à chaque pays, tels que la conservation de la biodiversité, des services écosystémiques et des moyens de subsistance, et d'éviter les risques en servant d'adaptation au changement climatique. Pour tous les secteurs qu'on vient de voir, la demande peut jouer un grand rôle d'atténuation. Les mesures axées sur la demande et les nouveaux modes de fourniture de services aux utilisateurs peuvent réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre de 40 à 70% d'ici 2050 par rapport au scénario de référence, ceci alors même que certaines régions et groupes socio-économiques ont besoin d'énergie et des ressources supplémentaires. Ces options liées à la demande sont compatibles avec l'amélioration du bien-être de base pour tous. Avec un soutien politique, les options socioculturelles et les changements de comportement peuvent réduire les émissions du secteur de l'utilisation finale d'au moins 5% rapidement et davantage jusqu'en 2050 si elles sont associées à une meilleure conception des infrastructures et à un meilleur accès. La majeure partie de ce potentiel se situe dans les pays développés. Regardons en détail pour quatre secteurs, l'alimentation, l'industrie, les transports terrestres et le bâtiment, comment des mesures sur la demande peuvent aider à atténuer les émissions de gaz à effet de serre avec la figure 6 du rapport. Pour chaque secteur, l'influence de la demande est représentée sous trois axes: les changements socioculturels, la conception des infrastructures et les usages et choix qu'elles incitent, et l'adoption des technologies par les consommateurs ou usagers. Pour l'alimentation, les facteurs socioculturels représentent la quasi-totalité des effets du potentiel, avec environ 7,2 gigatonnes de CO2 équivalent par an, comparé à la référence qui est la moyenne entre le scénario MODACT qu'on a vu tout à l'heure et le scénario STEPS de l'IEA. Une telle réduction peut être atteinte par un passage à des régimes alimentaires équilibrés, sains et durables, et à la réduction des pertes et déchets alimentaires et de la surconsommation alimentaire en général. Vient ensuite l'usage des infrastructures, avec notamment l'ordre de présentation des produits aux consommateurs et l'impact que celle-ci aura sur sa décision d'achat, ce qui correspond ici au choix d'architecture. On a aussi les informations mises à disposition des consommateurs, des incitations financières, une meilleure gestion des déchets et un meilleur recyclage. Concernant l'adoption de nouvelles technologies, comme la viande de synthèse par exemple, la littérature scientifique n'a pas encore quantifié les effets que pourraient avoir ces usages sur les trajectoires climatiques. Ces effets potentiels ont été comptabilisés dans les changements socioculturels. Pour l'industrie, les facteurs socioculturels sont moins importants et correspondent à un changement des achats des consommateurs vers des produits plus durables et réparables par exemple. Concernant l'usage des infrastructures, il s'agit de mettre en place des réseaux efficaces pour le recyclage et la réutilisation des métaux, du plastique et du verre. Il y a aussi l'étiquetage des matériaux et des produits à faible émission pour être mieux informés. Pour l'usage final des technologies, la plus grande contribution pour l'industrie avec 2,9 gigatonnes de CO2 équivalent par an, il s'agit des produits et services économes en matériaux et d'avoir accès à des matériaux à faible impact carbone. On a ensuite les transports terrestres. On peut voir que le télétravail, les télécommunications et le déplacement par marche ou vélo ont un faible impact d'atténuation. Les transports en commun, la mobilité partagée et un aménagement des infrastructures urbaines optimisées ont quant à elles un gros potentiel d'atténuation avec 2 gigatonnes de CO2 équivalent par an. Et le plus gros potentiel vient du changement de mode de transport vers des véhicules électriques et plus légers ou le train pour les plus longues distances pour 2,3 gigatonnes de CO2 équivalent par an. Et en dernier, on a les bâtiments. On voit que le changement des pratiques dans les choix de chauffage et de refroidissement et les habitudes de vie ont un impact non négligeable sur les émissions du secteur. Ensuite, dans les infrastructures, vient encore l'organisation urbaine pour entre autres des villes plus compactes. Il y a aussi le design architectural avec des toits végétalisés ou réfléchissant les rayons du soleil. On peut aussi lire la rationalisation de la surface habitable. En effet, l'espace habitable par personne est un aspect important des émissions du secteur du bâtiment. Comme on l'a vu, ce facteur est à l'origine de l'augmentation des émissions du secteur ces 30 dernières années. Et pour l'usage des technologies, l'amélioration de l'isolation thermique, de l'efficacité des équipements et l'installation de panneaux solaires sur les toits sont les options avec le plus gros potentiel d'atténuation, avec 3,5 gigatonnes de CO2 équivalent par an. Sans le commenter, je vous laisse quelques secondes ce graphique montrant les impacts indicatifs de l'évolution de la demande de services sur les émissions de CO2 du secteur de l'électricité. Pour finir cette sous-partie, je vais parler d'un point mentionné beaucoup plus tôt dans le rapport, mais qui est relié à la demande.
Le GIEC nous affirme avec une forte confiance que les technologies numériques peuvent contribuer à l'atténuation du changement climatique et à la réalisation de plusieurs objectifs de développement durable. Par exemple, les capteurs, l'Internet des objets, la robotique et l'intelligence artificielle peuvent améliorer la gestion de l'énergie dans tous les secteurs, accroître l'efficacité énergétique et favoriser l'adoption de nombreuses technologies à faible émission, notamment les énergies renouvelables décentralisées, tout en créant des opportunités économiques. Cependant, certains de ces gains d'atténuation peuvent être réduits ou contrebalancés par la croissance de la demande de biens et de services due à l'utilisation des appareils numériques. La numérisation peut impliquer des compromis pour plusieurs objectifs de développement durable, par exemple l'augmentation des déchets électroniques, des impacts négatifs sur les marchés du travail et l'exacerbation de la fracture numérique existante. Les technologies numériques ne soutiennent la décarbonation que si elles sont gérées de manière appropriée. Est venu le moment de voir plus en détail ce qu'est la CSC et les techniques de retrait du carbone de l'atmosphère en général. La définition du GIEC est la suivante. Les CDR désignent les activités anthropiques qui retirent le CO2 de l'atmosphère en le stockant durablement dans des réservoirs géologiques, terrestres ou océaniques ou dans les produits. Ces méthodes varient en fonction de leur maturité, du processus de retrait, de l'échelle de temps du stockage, des moyens de stockage, du potentiel d'atténuation, du coût, des co-bénéfices, des impacts et des risques et des exigences de gouvernance. Voyons quelques exemples de méthodes de CDR pour apprécier les intervalles de certains de ces paramètres. Une méthode peu mature est l'alcalinisation des océans, qui accélère l'absorption du CO2 par l'océan. Au contraire, le reboisement est une méthode avec une bonne maturité. Une méthode avec un haut potentiel de retrait de CO2 est l'agroforesterie, avec plus de 3 gigatonnes de CO2 par an. Le coût de ces options peut varier de 45 à 100 dollars par tonne pour la séquestration dans le sol, et jusqu'à 100 à 300 dollars la tonne pour une capture directe dans l'air puis une séquestration dans les couches géologiques. Les échelles de temps de stockage estimées varient de quelques décennies à quelques siècles pour les méthodes qui stockent le carbone dans la végétation et par la gestion du carbone dans le sol, à 10 000 ans ou plus pour les méthodes qui stockent le carbone dans les formations géologiques. Le boisement, le reboisement, l'amélioration de la gestion forestière, l'agroforesterie et la séquestration du carbone dans le sol sont actuellement les seules méthodes de CDR largement pratiquées. Détaillons un peu les techniques de CSC mentionnées dans la partie sur le secteur énergétique. Dans ce cas, le principe est de capturer le CO2 juste avant son relâchement dans l'atmosphère, là où il est encore en forte concentration dans l'air. Ceci est fait à partir de procédés chimiques. Il est ensuite injecté dans les couches géologiques où il reste stable pendant des millénaires, voire de manière permanente. Ces techniques sont matures pour la récupération assistée de pétrole et de gaz fossiles, puisqu'elles permettent d'en récupérer davantage, mais elles le sont moins dans les domaines de la production d'électricité, de production de ciment ou de produits chimiques, où elles représentent une option d'atténuation critique. La littérature estime que la capacité technique de stockage géologique est de l'ordre de 1000 gigatonnes de CO2, ce qui est supérieur aux besoins de stockage jusqu'en 2100 pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, bien que la disponibilité régionale du stockage puisse être un facteur limitant. La mise en place de la CSC se heurte actuellement à des obstacles technologiques, économiques, institutionnels, écologiques, environnementaux et socioculturels. À l'heure actuelle, le taux de déploiement des CSC dans le monde est bien inférieur à ceux des trajectoires modélisées limitant le réchauffement à 1,5 ou 2 degrés. Des conditions facilitantes telles que des instruments politiques, un soutien public accru et l'innovation technologique pourraient réduire ces obstacles. À part pour la séquestration du carbone dans des couches géologiques, les méthodes de CDR utilisent souvent des processus biologiques, géochimiques ou chimiques que l'homme vient amplifier. Il faut donc faire attention aux impacts, aux risques et aux co-bénéfices de ces méthodes pour les écosystèmes, la biodiversité et les personnes. Ceux-ci seront très variables selon la méthode, le contexte spécifique du site, la mise en œuvre et surtout l'échelle. Par exemple, le boisement, la CSC à partir de biomasse, les biocars et la fertilisation des océans sont des méthodes où leurs impacts doivent être étudiés avec attention avant leur déploiement. Aussi, le retrait et le stockage du CO2 vers la gestion de la végétation et des sols peut être inversé par des perturbations humaines ou naturelles. Ces méthodes sont également sujettes aux impacts du changement climatique. En comparaison, le CO2 stocké dans les réservoirs géologiques et océaniques et sous forme de carbone dans le biocar est moins susceptible d'être inversé. La chose la plus importante que nous dit le GIEC à ce sujet est que le déploiement des techniques de retrait du carbone pour contrebalancer les émissions résiduelles difficiles à réduire est inévitable si l'on veut parvenir à des émissions nettes de CO2 ou de gaz à effet de serre nulles. La quasi-totalité des scénarios qui limitent le réchauffement à 2 degrés utilisent ces méthodes pour retirer plusieurs dizaines à plusieurs centaines de gigatonnes de CO2 de l'atmosphère. Les catalyseurs des techniques de CDR comprennent l'accélération de la recherche, du développement et de la démonstration,
l'amélioration des outils d'évaluation et de gestion des risques, des mesures incitatives ciblées et l'élaboration de méthodes communes de mesure, de suivi et de vérification des flux de carbone. Jetons maintenant un œil sur l'aspect économique de ces options d'atténuation. Voici la figure 7 qui montre la quantité de CO2 équivalent annuel émise en moins en 2030 par rapport à 2019 en fonction du coût d'émission de la tonne de CO2. Le GIEC estime que les options d'atténuation dont le coût est inférieur ou égal à 100 $ la tonne de CO2 équivalent pourraient réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre d'au moins de moitié par rapport à 2019 d'ici à 2030. Les contributions importantes dont le coût est inférieur à 20 $ la tonne de CO2 équivalent proviennent de l'énergie solaire et éolienne, de l'amélioration de l'efficacité énergétique, principalement dans les transports et dans les usages finaux des bâtiments, de la réduction de la conversion des écosystèmes naturels et de la réduction des émissions de méthane par les mines de charbon, le pétrole, le gaz et les déchets. Le GIEC précise qu'il faut tenir compte que ces estimations sont celles de 2030 et que l'importance relative des options évaluées devrait évoluer surtout si l'on poursuit des objectifs à long terme. En particulier, les coûts liés à l'intégration des sources d'énergie renouvelables intermittentes dans les systèmes électriques devraient être modestes jusqu'en 2030 et ne sont pas inclus ici en raison de la complexité de l'attribution de ces coûts aux différentes options. Je vous invite à aller feuilleter le rapport de RTE Énergie 2050 qui traite avec un grand détail cette question et plus généralement les possibilités qu'a la France pour son futur mix électrique. Avec ceci en tête, je vous laisse faire pause si vous voulez analyser plus en détail ce graphique. Concernant le développement économique, les évaluations qui quantifient les implications macroéconomiques de l'atténuation du changement climatique, sans tenir compte des dommages causés par celui-ci ni des coûts d'adaptation, montrent que les effets combinés de ces atténuations sur le PIB mondial sont faibles par rapport à sa croissance. Par exemple, par rapport aux trajectoires qui supposent la poursuite des politiques mises en œuvre fin 2020, le PIB mondial évalué à temps en 2050 est réduit de 1,3 à 2,7% dans les trajectoires modélisées qui supposent une action mondiale coordonnée débutant en 2025 ou plus tard pour limiter le réchauffement à 2 degrés. Aussi, plus les mesures d'atténuation des émissions sont élevées, plus les avantages économiques globaux liés à la prévention des dommages causés par le changement climatique et à la réduction des coûts d'adaptation augmentent. Au point que les modèles qui prennent en compte les dommages économiques liés au changement climatique montrent que le coût mondial de la limitation du réchauffement à 2 degrés est inférieur aux avantages économiques mondiaux de la réduction du changement climatique. Autrement dit, bien que ces modèles soient moins précis et intègrent plus d'incertitudes car plus complexes, il est plus avantageux économiquement d'agir pour réduire les émissions que de continuer entre guillemets business as usual. Atteindre plus rapidement le pic des émissions mondiales implique des transitions plus rapides à court terme et des investissements initiaux plus élevés, mais apporte des gains à long terme sur l'économie, ainsi que des bénéfices plus précoces des impacts évités du changement climatique. Avant de passer à la dernière partie sur les moyens de nous permettre de faire tous les changements qu'on vient de voir, je vais évoquer rapidement quelques points importants du rapport sur les liens entre l'atténuation, l'adaptation et le développement durable. Des mesures accélérées et équitables pour atténuer les effets du changement climatique et s'y adapter sont essentielles au développement durable, mais peuvent également donner lieu à certains compromis. Dans ce contexte, les objectifs de développement durable des Nations Unies peuvent servir de base à l'évaluation des actions en matière de climat. Il existe un lien étroit entre le développement durable, la vulnérabilité et les risques climatiques. Des ressources économiques, sociales et institutionnelles limitées se traduisent souvent par une forte vulnérabilité et une faible capacité d'adaptation, en particulier dans les pays en développement. Plusieurs options de réponse produisent à la fois des résultats en matière d'atténuation et d'adaptation, notamment en ce qui concerne les établissements humains, la gestion des terres et les écosystèmes. Toutefois, les écosystèmes terrestres et aquatiques peuvent être affectés par certaines mesures d'atténuation en fonction de leur mise en œuvre. Des politiques et une planification intersectorielle coordonnée peuvent maximiser les synergies et éviter ou réduire les compromis entre atténuation et adaptation. Le renforcement des mesures d'atténuation et des actions plus larges visant à modifier les voies de développement en faveur de la durabilité auront des conséquences sur la répartition des biens et des richesses au sein des pays et entre eux. L'attention portée à l'équité et à la participation large et significative de tous les acteurs concernés à la prise de décision à tous les niveaux peuvent renforcer la confiance sociale et donc approfondir et élargir le soutien aux changements transformateurs. Je vous invite à aller feuilleter le rapport de la page 44 à 47 pour plus de détails, notamment sur des exemples de synergie et de compromis. Maintenant que nous savons quoi faire et quelles sont nos options, voyons comment nous organiser pour mener au mieux ces changements et renforcer nos actions. Certaines options d'atténuation sont déployables à l'échelle à court terme, mais pour d'autres, les barrières à la faisabilité devraient être réduites ou supprimées et les conditions favorables renforcées. Ces barrières et ces conditions favorables comprennent des facteurs géophysiques, environnementaux, technologiques et économiques,
et surtout des facteurs institutionnels et socioculturels. La faisabilité dépend de l'échelle et de la rapidité de la mise en œuvre. La plupart des options se heurtent à des barrières lorsqu'elles sont mises en œuvre rapidement à grande échelle, mais l'échelle à laquelle ces barrières se manifestent varie. Les voies de développement actuelles peuvent créer des barrières comportementales, spatiales, économiques et sociales à une atténuation accélérée à toute échelle. Dans tous les pays, les efforts d'atténuation intégrés dans le contexte plus large du développement peuvent augmenter le rythme, la profondeur et l'ampleur des réductions d'émissions. Les politiques qui orientent les voies de développement vers la durabilité peuvent élargir le spectre des mesures d'atténuation disponibles et permettre la recherche de synergies avec les objectifs de développement. Les politiques sectorielles plus larges, les politiques qui induisent des changements de mode de vie ou de comportement, la réglementation financière ou les politiques macroéconomiques peuvent permettre de surmonter les barrières et d'ouvrir un éventail plus large d'options d'atténuation. L'amélioration de la gouvernance et de la collaboration à tout niveau permet aussi de renforcer l'atténuation et de modifier les voies de développement. Dans certaines situations, comme dans le cadre d'une innovation technologique en début de développement et de certains changements de comportement en faveur de faibles émissions, étant donné que les conditions favorables peuvent prendre du temps à se mettre en place, une action à court terme peut permettre une atténuation accélérée à moyen terme. Ensuite, la gouvernance climatique favorise l'atténuation en fournissant une orientation générale et des cadres à travers lesquels les divers acteurs interagissent, en fournissant des objectifs, en renforçant la certitude réglementaire, en créant des organisations spécialisées et en créant le contexte nécessaire à la mobilisation des financements. Ces fonctions peuvent être promues par des lois relatives au climat, qui sont de plus en plus nombreuses, ou par des stratégies climatiques, entre autres, en fonction du contexte national et infranational. Les institutions climatiques efficaces assurent la coordination entre les secteurs, les échelles et les acteurs, établissent un consensus pour l'action parmi des intérêts divers et informent la définition de la stratégie. Les institutions sous-nationales complémentaires adaptent les mesures d'atténuation au contexte local et permettent l'expérimentation. De plus, le degré d'engagement des acteurs de la société civile, des acteurs politiques, des entreprises, des jeunes, des syndicats, des médias, des populations autochtones et des communautés locales influence le soutien politique en faveur de l'atténuation du changement climatique et des résultats politiques éventuels. Les instruments réglementaires et économiques jouent aussi un rôle important. Beaucoup se sont avérés efficaces pour réduire les émissions. Le développement et le renforcement de l'utilisation des instruments réglementaires en fonction des circonstances nationales pourraient améliorer les résultats en matière d'atténuation dans les applications sectorielles, comme les énergies renouvelables, l'utilisation des terres, les codes de construction, l'efficacité énergétique des véhicules, les normes relatives aux carburants et aux procédés et matériaux industriels à faible émission. Par exemple, lorsqu'ils ont été mis en place, des instruments de tarification du carbone ont encouragé les mesures de réduction des émissions à faible coût, mais ont été moins efficaces au prix au cours de la période d'évaluation pour promouvoir les mesures plus coûteuses nécessaires à une plus grande réduction. Il est possible de remédier aux effets de ces instruments de tarification du carbone sur l'équité et la répartition en utilisant les recettes des taxes sur le carbone ou des échanges des droits d'émission pour soutenir les ménages à faible revenu ou ceux qui subiraient des augmentations de prix associées à ces mesures. L'expérience pratique a permis de concevoir des instruments et a contribué à améliorer la prévisibilité, l'efficacité environnementale, les performances économiques, les objectifs de répartition et l'acceptation sociale. De plus, la suppression des subventions aux combustibles fossiles permettrait de réduire les émissions, d'améliorer les recettes publiques et les performances macroéconomiques, et présenterait d'autres avantages en matière d'environnement et de développement durable, comme la suppression des subventions peut avoir des effets négatifs sur les groupes les plus vulnérables économiquement, il est possible de redistribuer les recettes économisées pour atténuer les effets négatifs. Selon diverses études, la suppression des subventions aux combustibles fossiles permettrait de réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre jusqu'à 10% d'ici 2030. L'innovation technologique à faible émission, renforcée par la combinaison de politiques et d'investissements dédiés à la poussée technologique, comme la formation scientifique, la R&D et des démonstrateurs, combinée avec des politiques adaptées favorisant la demande, comme des normes, des tarifs de rachat et des taxes, crée une incitation et des opportunités de marché. La capacité des pays en développement à déployer des technologies à faible émission, à en tirer des avantages socio-économiques et à gérer les compromis serait renforcée par l'augmentation des ressources financières et des capacités d'innovation actuellement centrées dans les pays développés, ainsi que par le transfert de technologies. De manière générale, pour être efficace, les paquets de mesures doivent avoir une portée globale, s'inscrire dans une vision claire du changement, être équilibrés entre les objectifs, être alignés sur les besoins spécifiques des technologies et des systèmes, être cohérents en termes de conception et adaptés aux circonstances nationales. Elles sont alors mieux à même de réaliser des synergies et d'éviter les compromis entre les objectifs climatiques et le développement.
Les mesures prises à l'échelle de l'économie pour soutenir l'atténuation et éviter les effets négatifs sur l'environnement comprennent des engagements de dépenses publiques à long terme, une réforme de la tarification et des investissements dans l'éducation et la formation, le capital naturel, la R&D et les infrastructures. Les politiques nationales visant à soutenir le développement et la diffusion des technologies, ainsi que la participation aux marchés internationaux de réduction des émissions, peuvent avoir des retombées positives pour d'autres pays. En particulier, rien ne prouve de manière cohérente que les systèmes actuels d'échange de droits d'émission ont entraîné des fuites d'émissions importantes. Ceci peut être attribué entre autres à leur conception visant à minimiser les effets de compétitivité. Regardons maintenant plus en détail la question des flux financiers dirigés vers l'atténuation. Comme le montre ce graphique qui présente les investissements actuels et les estimations d'investissement à faire dans les différents secteurs d'ici 2030 en milliards de dollars par an, les flux financiers recensés sont inférieurs au niveau nécessaire pour atteindre les objectifs d'atténuation dans tous les secteurs, en particulier pour celui des affolus. Cet écart est plus important dans les pays en développement. L'accélération de l'aide financière accordée à ces pays par les pays développés et d'autres sources est un moyen essentiel de renforcer les mesures d'atténuation et d'adaptation et de remédier aux inégalités d'accès au financement. Ceci serait rentable et aurait un impact social élevé en termes d'accès à l'énergie de base. Il existe suffisamment de capitaux et de liquidités au niveau mondial pour combler les déficits d'investissement, mais il existe des barrières à la réorientation des capitaux vers l'action climatique. Ces barrières au développement du financement commercial au sein du secteur financier et dans les considérations macroéconomiques comprennent une évaluation inadéquate des risques liés au climat et des opportunités d'investissement, une inadéquation régionale entre les capitaux disponibles et les besoins d'investissement, des facteurs de préférence nationale, les niveaux d'endettement des pays, la vulnérabilité économique et des capacités institutionnelles limitées. De plus, des signaux clairs de la part des gouvernements et de la communauté internationale, y compris un meilleur alignement des flux financiers et des politiques du secteur public et des niveaux plus élevés de financement du climat par le secteur public, réduisent l'incertitude et les risques de transition pour le secteur privé. Les investisseurs, les intermédiaires financiers, les banques centrales et les régulateurs financiers peuvent aussi soutenir l'action climatique et modifier la sous-évaluation systémique des risques liés au climat en augmentant la sensibilisation, la transparence et la prise en compte des risques liés au climat et les opportunités d'investissement. Enfin, il y a la coopération internationale. Celle-ci est un catalyseur essentiel pour atteindre des objectifs ambitieux d'atténuation du changement climatique. La CCNUCC, le protocole de Kyoto et l'accord de Paris soutiennent une augmentation des niveaux d'ambition nationale et encouragent le développement et la mise en œuvre de politiques climatiques, même si des lacunes subsistent. La coopération internationale en matière de développement et de transfert de technologies, de partage des connaissances et de soutien technique et financier peut accélérer la diffusion mondiale des technologies, des pratiques et des politiques d'atténuation au niveau national et infranational, et les aligner sur d'autres objectifs de développement. Le soutien au renforcement des systèmes d'innovation technologique et des capacités d'innovation, y compris par un soutien financier dans les pays en développement, renforcerait l'engagement dans la coopération internationale sur l'innovation. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a fait apprendre des choses et que vous avez maintenant une vision plus claire sur ce que nous pouvons faire et comment nous y prendre pour réduire nos émissions. Si vous pensez que cette vidéo mérite d'être plus entendue, n'hésitez pas à la partager à vos amis, à vos proches ou sur les réseaux sociaux. Je vous en serai très reconnaissant. Comme précisé au début, le script de cette vidéo avec les différentes sources est en description si vous voulez approfondir le sujet. Et si vous avez des questions ou des remarques sur mon travail, n'hésitez pas à me les partager en commentaire. Merci encore et bonne continuation.